Mesdames, Messieurs, bonsoir. Poker est un programme consacré pour la diversité d'opinions et qui garantit la libre expression. Poker, c'est que nous tirons plusieurs cartes à la fois, les cartes politiques, cartes scientifiques, cartes culturelles, cartes économiques et même des cartes de sport et de religion. Pour le jeu de ce soir, Poker reçoit Vivien Romain Manangou. Il est coordonnateur national du mouvement Debout pour le Congo. Monsieur Manangou, bonsoir. Bonsoir, Arsène Séverin. Et merci de répondre à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, donc on disait dans notre présentation que vous êtes le coordonnateur national du mouvement Debout pour le Congo. On sait que dans ce pays, tout le monde veut être président. Pourquoi vous n'avez pas voulu être président de votre mouvement? Pourquoi c'est coordonnateur? Parce que on a voulu envoyer un signal à la jeunesse, principalement, qu'on peut organiser un parti, défendre des idées et sans être président. C'est-à-dire, on a voulu mettre en avant d'abord le travail de coordination, c'est-à-dire le travail collectif. Et ce travail nécessite de dépasser la forme présidentielle qui souvent annihile les initiatives collectives et met en avant simplement une personnalité. Justement, vous parlez de votre parti Debout pour le Congo. Est-ce que ce parti existe vraiment ou bien c'est un parti de médias, un parti de réseaux sociaux? Non, notre parti existe. On a récemment organisé une campagne d'adhésion, une de plus. C'est pas la dernière, il y en aura d'autres. À Mongali, notre parti existe. On a un siège effectif à Dolisie. Nous avons un siège à Brazzaville. Nous avons eu quelques difficultés pour trouver le siège à Brazzaville. On avait un siège avant. Le bailleur ne voulait plus de nous parce que justement disait que le parti est un parti d'opposition et donc il voulait pas. Donc on a eu quelques problèmes. Mais là on a trouvé un siège à Makelekele, pas très loin du commissariat, donc on sera en sécurité. Et donc non, le parti existe. On est en plein. On essaie de le structurer dans tout le pays. Nous allons aller dans les prochains jours à Ouesso pour aller installer. On a déjà trouvé un siège pour aller installer le parti. Le parti est en train de s'implanter. On a encore quelques problèmes administratifs. C'est-à-dire on n'a pas toujours notre récépissé, mais nous avons une attestation qui nous permet d'exercer nos activités, en attendant que l'administration se souvienne de nous. Vous êtes vous-même donc responsable de ce parti et plusieurs fois vous avez été candidat aux législatives à Pointe-Noire, mais vous n'avez jamais gagné, vous n'avez jamais reconnu que vous n'avez jamais gagné. Est-ce que la démocratie à la congolaise vous agace à ce point? Si on entend par la démocratie le pouvoir du peuple, la démocratie à la congolaise n'existe pas, parce que le pouvoir n'appartient pas au peuple. La démocratie à la congolaise est une démocratie d'élite et de calcul politique. Mais le peuple est très éloigné de la réalité du pouvoir, alors que le peuple devait être le réceptacle et devait être en même temps l'origine du pouvoir. Le peuple n'est ni en amont ni en aval du pouvoir politique. Et donc, la démocratie congolaise m'agace, en effet. La formule est très bonne. Et nous battons dans DPC pour faire en sorte qu'enfin, le peuple soit au cœur et au centre du pouvoir, comme ça devait être le cas dans toutes les démocraties. Et vous espérez arriver comment, puisque vous n'arrivez pas à être élu député dans votre circonscription de Pointe-Noire, à Tchétché? Mais plusieurs fois, vous avez été battu. Bien sûr. Hein. Non, je n'ai pas été battu, non. C'est pas le bon terme. J'ai été abusé. C'est le terme souvent que j'emploie. Parce que nous avons les preuves de nos différentes victoires. Mais je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Il y a beaucoup de personnalités qui ont gagné les élections dans ce pays qui n'ont pas été déclarés vainqueurs. Et donc, ce sont des anomalies de cette fameuse démocratie à la congolaise. Mais quand on est un démocrate, l'on se bat. Et je ne doute pas que nous arriverons à Tchétché et dans tout le Congo un jour à imposer la démocratie. Par la voie des urnes, n'est-ce pas? Par la voie des urnes. Nous, dans DPC, nous n'avons qu'une seule voie, qu'une seule issue, ce sont les élections. Nous croyons qu'aux élections et nous gagnerons les élections un jour. Qu'est-ce que vous voulez que change au niveau de la loi électorale, la façon de voter aujourd'hui? La biométrie, c'est vrai qu'aujourd'hui va être actée, mais la loi électorale en elle-même, est-ce qu'il y a des griefs que vous... Ah oui, on a beaucoup de griefs. Première chose, le ministre de l'Intérieur n'a pas convoqué des partis. Le ministre de l'Intérieur a convoqué des regroupements de partis. Ce qui est une curieuse façon de faire vivre la démocratie. Vous savez, la Constitution dit les partis concourent à l'expression du suffrage. La Constitution ne dit pas les groupements politiques.
Et il n'y a pas de groupement politique sans parti politique. Donc lorsque le ministre en charge des partis convie les groupements politiques, il y a un problème. Il devrait conduire. Un parti politique n'est pas obligé de faire partie d'un groupement politique. Concernant ce qu'il faut changer, nous avons une loi électorale qui est plus ou moins bonne. Il ne faut pas tirer sur les bonnes choses. La loi électorale congolaise est en avance sur beaucoup de lois électorales en Afrique et même dans le monde. Et donc le problème ne se situe pas forcément dans la loi électorale, le problème se situe au niveau de la pratique, du respect de cette loi électorale. Moi j'étais candidat à Tchétché, le maire de Tchétché a passé son temps à essayer de me faire battre. Alors que la loi l'interdit toute implication dans le processus électoral. Ça va au-delà de la simple loi électorale. Alors vous avez aussi la question liée aux circonscriptions. C'est un scandale d'avoir un arrondissement comme Adibou qui n'a qu'un député. Alors que vous avez Bakongo, qui est beaucoup plus petit et beaucoup moins grand, qui en a deux. Je ne veux même pas citer le reste parce qu'on va encore me taxer de corruption. Il faut qu'on arrive à faire comprendre à tout le monde que l'élection n'est pas le moment où on impose quelqu'un. L'élection est le moment où on laisse le peuple choisir qui il veut à la place qu'il veut. Et vous avez souvent l'impression qu'on impose des gens dans les circonscriptions, c'est ça, hein? Oui, c'est pas une impression, c'est plus qu'une impression. Si je prends la ville dont je suis originaire, Pointe-Noire, il y a très peu de députés qui ont été élus. Très peu, très peu. Il y en a quelques-uns qui ont été élus, je ne veux pas les citer, parce que c'est pas mon droit, mais beaucoup n'ont pas été élus et tout le monde le sait. Les populations le savent. Les soi-disant élus le savent. Ceux qui les ont déclarés élus aussi le savent. Donc, ça ressemble, vous savez, M. Arsène Séverin, à cette histoire de la dot à 50 000. Quand vous êtes à la mairie, quand le maire demande « Est-ce que la dot, vous avez payé 50 000 ?» Tout le monde dit oui, alors que tout le monde sait que c'est un mensonge. Ça ressemble à ça. Aujourd'hui, on pense à aller vers les prochaines élections, les plus proches, donc 2026. Vous n'êtes pas intéressé. L'élection présidentielle, 2026. Mais je suis intéressé en tant que citoyen congolais. Je suis intéressé d'abord en tant que citoyen congolais, en tant que responsable de partis politiques, bien sûr. Nous sommes intéressés, nous sommes même plus qu'intéressés, et nous essayons de regarder de quelle façon nous prendrons part. Mais 2026 ne se fera pas sans debout pour le Congo. Nous sommes debout pour le Congo. Et être debout pour le Congo, c'est justement profiter de chaque occasion pour rappeler quels sont les fondements de la société congolaise, quelle devrait être notre idée, l'idée que nous nous faisons de ce pays. On a toujours une dette publique à 100% du PIB. Ça nécessite, à un moment donné, que les politiques se disent, les choses se font mal. Il faut que nous fassions autre chose. Est-ce que l'on peut faire autre chose avec les mêmes acteurs? J'en doute. Puisque vous parlez déjà de la situation économique qui est plus ou moins délétère aujourd'hui, avec cette dette qui est comme un goulot dans tout le travail que le gouvernement essaie de faire, les investissements, les initiatives innovantes justement pour aller vers une situation beaucoup plus soutenable, cette dette-là. Et de plus en plus aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes un pays à industrie extractive, le pétrole, le gaz maintenant, mais il y a beaucoup d'espoir sur les impôts. Est-ce que vous pensez que c'est une porte de sortie aujourd'hui, la fiscalité? La fiscalité peut être une porte de sortie. Elle peut être une porte de sortie. Elle est une porte de sortie dans beaucoup de pays. Dans certains pays, je prends l'exemple du Cameroun, qui est un pays voisin, membre de la CEMAC comme nous. Au Cameroun, il n'y a pas véritablement d'activité extractive, en tout cas pétrolière. Mais le Cameroun, c'est plus de 4 000 milliards de recettes fiscales en 2024. En provision. Bien sûr, mais oui, mais l'économie. Non, mais c'est à la décision politique de faire vivre l'économie. Le RDPC est un parti dominant. Mais au Cameroun, l'économie n'est pas entravée, comme elle peut l'être au Congo. Au Cameroun, l'économie est libérée et fonctionne. 4 000 milliards, je disais, de recettes fiscales au Cameroun, 2024. Au Congo, on prévoit en avoir 900 milliards. 900 milliards. L'année dernière, on en avait prévu 750 milliards, on n'a quasiment pas réussi. On n'a pas réussi. Quand ils disent on a réussi 749 milliards, ce n'est pas vrai. Parce qu'on rajoute les recettes de la douane. Si on reste sur les impôts stricto sensu, on est à 600 et quelques milliards. Il suffit de voir la loi de règlement pour s'en rendre compte. Donc on n'arrive pas. Pourquoi la fiscalité n'est pas une porte de sortie aujourd'hui? Parce que notre système fiscal est à la fois inefficace et injuste. Autre injustice, monsieur Arsène Séverin. Moi, je suis salarié de l'université Maringouam. Admettons, si vous avez 22 400 000 de revenus annuels, vous savez, je paye combien d'impôts? Impôts sur le revenu, en pourcentage? En pourcentage, je paye 40%. 40% de mes revenus vont au titre de l'IRPP. Maintenant,
Toujours, monsieur Manangou, j'ai un établissement. D'accord? J'ai un établissement, je fais du conseil juridique. Par exemple, je fais du conseil juridique. Je réalise un chiffre d'affaires l'année de 99 millions. 99 millions. Savez-vous combien je paye? 5%. 5%. Est-ce que vous trouvez que c'est juste de taper sur un salarié qui travaille, donc qui se bat avec les difficultés dans ce pays? On lui extorque, je parle d'extorsion, 40% de son revenu annuel, et l'entreprise qui ne réalise pas 100 millions, lui, il est taxé à 5%. C'est de l'injustice, mais totale. Les entreprises devraient être les principales ou les principaux contribuables. Dans le prix du carburant qui a été augmenté, si vous regardez la structure des prélèvements, vous avez 4 TVA. Ce qui explique aujourd'hui, et d'ailleurs, que nous ayons une inflation qui va être à 3,6% en 2024 à cause de la déréglementation du prix du carburant. Et donc, vous voyez que je suis en train de vous parler ici d'une fiscalité qui est étouffante, qui est injuste. Je disais qu'elle était inefficace, mais parce que les prélèvements ne sont pas au rendez-vous. Chaque fois que nous faisons des prévisions fiscales, on n'arrive jamais à recouvrer. Justement. Alors que quand même les citoyens sont contraints de payer. Un opérateur économique, enfin un patron disait dans ce pays il y a quelques mois qu'il y a plus d'agents d'impôts dans les boutiques que des clients. Oui. Il y a plus d'agents recouverts que des clients. Oui. Et l'argent va où alors? Mais il y a beaucoup de fuites. Et beaucoup de fuites. C'est pour ça que lorsque j'ai vu que le ministre de l'économie enjoignait le directeur des impôts à réaliser 1000 milliards de recettes fiscales, je disais oui, mais sans l'amélioration du processus de recouvrement, ce ne serait pas possible. Dans le cas de DPC, nous sommes en train de réfléchir pour le Congo d'avenir. Rappelez-vous, monsieur Arsène Séverin, tous les experts sont unanimes pour dire qu'il nous reste à peu près 25 ans d'exploitation de pétrole. 25 ans d'exploitation de pétrole. Dans la loi de finances pour 2024, le pétrole, c'est encore à peu près presque 70% des recettes. Dans 25 ans, il n'y aura plus de pétrole à explorer. Comment ferons-nous? Et donc, dans le cas de DPC, nous sommes en train de travailler pour des budgets sans pétrole. Le pétrole ne servira que pour les investissements lourds, parce qu'il sera question de transformer l'économie. Et la fiscalité et les autres emprunts serviront pour le fonctionnement de l'État. Le pétrole ne servira que pour les investissements. Espérons que l'idée aboutisse, c'est que vous-même vous souteniez l'idée jusqu'à son aboutissement aussi, hein? Mais parce que si vous n'êtes pas au Parlement, parce que vous êtes un parti sans conseiller, sans député, sans ministre et sans représentant quelque part, votre idée se servira. C'est le cas aujourd'hui. Pour des cabinets conseils. C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Je note votre ironie. C'est le cas d'aujourd'hui. Mais je peux vous rassurer que dans quelques années, il y aura des conseillers DPC dans tout le Congo. Il y aura des députés DPC. Il y aura peut-être même un président de la République DPC. Monsieur Arsène Séverin, rien n'est statique dans la vie. La politique est dynamique. Et nous travaillons, nous préparons les hommes et les idées de demain. Ces mesures-là, ces idées-là, nous les mettons dans le débat public. Ça va nourrir le débat. Et si le gouvernement l'entend et qu'il l'applique, nous serons les plus heureux. Parce que l'idée, cher Arsène Séverin, c'est de sauver les Congolais qui sont au bord de la banqueroute. Ce n'est pas forcément d'arriver au pouvoir. C'est que les bonnes mesures soient prises même par ce gouvernement pour améliorer la vie des gens. Profite à toute la population. Qui profite à la population. Justement, on vous a vu chaque fois revenir sur des questions de fourniture d'eau et d'électricité. Vous êtes d'ailleurs très actif, vous et votre parti, sur les réseaux sociaux, pour dire que c'était assez poussif quand même de vivre cette situation. Si vous étiez au gouvernement, qu'est-ce que vous auriez fait dans une situation où la production de l'électricité et d'eau justement dans le pays est une vraie calamité? Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Concernant l'eau, alors concernant les deux, d'abord, il faut dire que nous avons un modèle économique qui ne tient plus, qui ne marche plus. Au niveau de l'énergie, ça ne marche plus. Le choix de transformer cette société-là en société anonyme, là encore, ça a été une erreur parce que si vous regardez dans les conseils d'administration de ces entreprises, vous trouverez des choses extraordinaires. Là encore, ça a été des hommes politiques, certains hommes politiques, qui ont profité du changement de statut pour se mettre plein les poches. Donc, si DPC arrive au pouvoir, nous mettrons fin à ce statut-là. Nous mettrons fin à ces statuts-là. Concernant l'eau, nous avons deux mesures phares sur lesquelles nous travaillons. Première chose, nous allons créer des régies. C'est-à-dire, nous avons une réforme que nous allons faire
qui est une réforme de la provincialisation que nous proposions à l'époque avec le président Kolela. Okay. Et ces régions-là auront pour compétence, entre autres, l'eau. L'eau sera une compétence de ces provinces. Et nous allons créer des régies qui seront gérées par des personnes publiques, c'est-à-dire par les travailleurs de ces départements ou de ces provinces que nous allons mettre en place. Première chose. Et ces régies-là auront pour principale mission concernant l'eau, de rendre l'eau, je dis bien, partiellement gratuite. Pourquoi Arsène Séverin? Mais parce qu'on ne peut pas négocier avec l'eau. Parce que l'eau est un droit fondamental. L'eau est un droit fondamental. Alors, comment on finance ça? Question c'est comment on finance? D'abord, comment on finance la production de cette denrée qui va être disponible? Parce que les structures n'existent pas pour rendre ça disponible. Bien sûr. Comment vous allez faire pour construire? Mais comment nous allons faire pour construire? Mais comment nous avons vécu dans ce pays pendant des années avec de l'eau? Moi, j'ai grandi dans ce pays sans me poser la question de pénurie d'eau. La SNDE, il fut un temps où on n'avait jamais de problème d'eau dans ce pays. On a laissé les infrastructures se dégrader sans entretien. Et à un moment donné, on ne pouvait plus rien faire. Donc, on fera une gratuité qui sera partielle. C'est-à-dire que les Congolais les plus démunis auront l'eau gratuitement. On fixera un plafond. On peut dire, par exemple, que pour chaque foyer, on donne 30 litres d'eau par jour. 30 litres d'eau par jour. Et ça sera financé comment? Nous allons créer une contribution que paieront les entreprises qui commercialisent l'eau. L'expérience existe dans tous les pays au monde. Chaque fois que les villes ou les départements gèrent l'eau, d'accord, le coût de gestion est beaucoup plus bas et donc ça laisse des marges de manœuvre pour des investissements. Et donc, c'est un modèle économique sur lequel nous travaillons avec des experts. Mais vous savez que dans ce pays aussi, il y a des sociétés où l'État a construit parfois des forages qu'on a donné à la disposition des communautés pour gérer. Oui, bien sûr. Après, oui. c'est des ouvrages morts. Hein? Et c'est pour ça que nous commençons par faire une réforme de la décentralisation avec les provinces, qui établira les responsabilités de chacun, et du personnel de ce qu'on appelle la fonction publique territoriale, et de la fonction publique d'État. Il y aura des responsabilités clairement établies. Vous ne faites pas votre boulot, vous êtes viré. Tout ça, c'est pour l'eau, hein? Mais les gens sont en train d'attendre l'eau. Hein? Bien sûr. Ils n'en ont pas, justement. Non, il faut que vous fassiez vos réformes. Non, mais non. Mais Arsène Séverin, aujourd'hui, l'eau arrive difficilement, mais l'eau arrive. Donc, les Congolais comprendront que si nous, on arrive aux affaires, il nous faudra un petit moment pour mettre tout ça en place. Et l'électricité, alors? Concernant l'électricité, nous avons... il n'y aura pas de gratuité, l'électricité. Non, l'électricité, il n'y aura pas de gratuité. Mais nous allons prendre une première mesure qui consiste à rompre cette idée de déréglementation du prix de l'énergie. C'est une recommandation du FMI que moi, je conteste l'efficacité. Nous allons continuer à subventionner l'énergie pour deux raisons. Un, pour avoir une énergie qui soit bon marché, parce que ça permet à l'industrie de se développer, ça permet au commerce de vivre. Donc, nous allons continuer à subventionner pendant une période de 10 ans. Nous allons maintenir les subventions. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour continuer à subventionner? Nous supprimerons le Sénat. Parmi les sources, nous supprimerons le Sénat, qui aujourd'hui nous semble inadapté à la situation du pays. Nous supprimerons le Sénat. Cet argent-là sera réaffecté pour la subvention et les investissements dans le domaine de l'énergie. Première mesure. Autre mesure importante sur l'énergie, sur l'électricité, c'est que nous allons enfin avoir un bouquet énergétique qui soit le plus diversifié possible. Aujourd'hui, le bouquet énergétique congolais, c'est essentiellement les énergies fossiles. Hydroélectricité. Nous allons renforcer l'énergie solaire. Et je peux vous dire, quand vous avez un pays comme le Congo, avec les taux d'ensoleillement que nous avons, ça marchera. Nous avons actuellement, je ne vais pas dire leur nom, mais nous avons des experts à la faculté de sciences ici qui travaillent sur l'énergie solaire, et je peux vous dire qu'ils sont très avancés avec des modalités de financement, avec des instruments de transport, de conservation. Mais l'énergie solaire, c'est pas parce qu'on a le soleil à cet endroit qu'on va placer. Il y a des endroits bien précis, et parfois les études ont démontré que c'est vraiment dans la zone de l'équateur, là où passe vraiment le soleil. Donc il faut raser les forêts aussi, faire des dégâts écologiques. Non, mais aujourd'hui, entre l'hydroélectricité et le soleil et raser quelques arbres, je crois, sur le plan écologique, le choix est clair. Sur le plan écologique, le choix est clair. Tous les experts vous encouragent à aller dans ce sens, parce que ça reste l'énergie la moins polluante possible. Donc nous ferons à la fois un saut qualitatif en matière écologique, et en même temps nous aurons une énergie à bon prix et propre. Pourquoi vous ne soutenez pas le fait de brûler le gaz? Mais, parce que déjà, écologiquement, c'est une catastrophe. Écologiquement, c'est une catastrophe. Et puis parce que j'ai regardé la loi de finances, j'ai vu que le gaz rapportera 29 milliards.
29 milliards, l'exploitation du gaz, 29 milliards première année. Honnêtement, je ne suis pas enthousiaste. On va tirer une autre carte, celle de l'insécurité qui gagne de plus en plus les grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire avec les phénomènes Kuluna. Et aussi la ville de Ouesso était vraiment en ébullition avec cette histoire de la jeune dame Sephora qui a été finalement kidnappée, assassinée atrocement. Et tout ça, ça... Et on peut remonter au propos du député Moani concernant la sécurité. Je voudrais avoir une pensée pieuse pour Sephora, pour la jeune Sephora. C'est une jeune compatriote et le Congo a besoin de cette jeunesse pour demain. On se bat aujourd'hui, nous nous battons pour cette jeunesse-là. Pour que cette jeunesse-là vive dans un pays qui soit un pays en sécurité, un pays, mais pas que la sécurité dans le sens la sécurité, dans le sens sécuritaire, mais la sécurité sociale, la sécurité, toute forme de sécurité. Nous nous battons pour ça. Et donc c'est toujours, on a toujours des vrais passements au cœur lorsqu'on a des jeunes compatriotes comme ça qui sont lâchement assassinés. Et quelle est votre réaction justement par rapport à, ou votre lecture, votre commentaire par rapport à la réaction du gouvernement et de la justice pour... Alors, je voudrais d'abord dire une première chose concernant la réaction des populations. Vraiment, il ne faut pas accepter et tolérer les violences. Les réactions des populations étaient excessives. Excessives pourquoi? Parce que la responsabilité n'est jamais collective. Lorsque vous avez un citoyen camerounais qui commet une faute, il faut le prendre, la justice, la police, et après qu'il soit traduit devant les juridictions. Ce n'est pas à la population de commencer à piller. Parce que ceux que vous pillez ne sont pas responsables. Mais il faut bien qu'on comprenne que la responsabilité n'est pas collective. Est-ce que ce sont pas sentis seuls aussi la oui, population? Justement. Et j'arrivais là à la responsabilité du gouvernement. J'ai lu la déclaration du ministre de l'Intérieur alors que je savais tout de l'affaire. C'est-à-dire que tout le monde était au courant de l'affaire. C'est à ce moment-là qu'on a vu la première réaction du gouvernement. Pendant que tout le monde était au courant de l'affaire. Personne ne s'est déplacé. Mais c'est un problème. Le Cameroun, c'est pas n'importe quel pays. C'est un voisin immédiat qui est avec nous dans la CEMAC. Nous avons aujourd'hui une communauté de destin. Et donc, dans une affaire comme ça, qui prend des proportions comme ça, il aurait fallu que le gouvernement tout de suite aille sur place. Et je suis même sûr qu'on n'aurait pas eu les mêmes réactions si la population s'était sentie tout de suite accompagnée, assistée, avec des réponses. Quand le peuple est en colère, le rôle du gouvernement, c'est de répondre aux attentes du peuple. Ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, pour revenir à la question de la sécurité, le type, le criminel présumé, parce qu'il n'a pas encore été jugé, a réussi à traverser et a été arrêté par les forces de police camerounaises. Les nôtres étaient où? Les nôtres faisaient quoi? Ça veut dire qu'on peut venir au Congo, tuer quelqu'un et se barrer sans que quelqu'un ne sache quoi que ce soit. Les gens doivent se sentir en sécurité dans leur pays. Et donc, c'est la responsabilité du gouvernement. Je crois qu'au point où nous en sommes, et on revient à l'affaire des Kuluna, tout ce que l'on vit dans les grandes villes, il faut, aujourd'hui, la sécurité a touché tout le pays. L'un des points forts du président Sassou était justement la sécurité. La paix, oui. La paix et la sécurité. C'était l'un de ses points forts. C'était l'un, avec la diplomatie et sans doute la régularité des traitements des fonctionnaires. Est-ce que c'est pas toujours l'un de ses points forts? La diplomatie, ça l'est encore. La paix et la sécurité? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas le premier à dire ici que la sécurité est devenue un problème pour tous les Congolais. Parlez avec n'importe qui, ils vous diront qu'ils ont peur. On ne peut pas avoir peur dans son pays. La police, aujourd'hui, est plus efficace dans leur raquette que dans la prévention de la sécurité. C'est un problème. Et le dire, c'est faire injure à personne. Ce sont des faits que nous constatons. Nous voulons que cette police soit efficace. Non pas que pour réprimer les politiques, mais surtout pour protéger les Congolais contre la délinquance, que ce soit la grande ou la petite délinquance. Qui aujourd'hui sont en sécurité? C'est pas tout quand même que la police a à répondre à cette situation. Mais en plus, il y a la justice. Il y a un procureur quand même dans la Sangha. Bien sûr. On était sur la sécurité. Mais non, prenons la justice. La justice, pareil. La justice, le procureur devrait communiquer. C'était lui le premier qui, tout de suite après les premières enquêtes, les enquêtes préliminaires de la police, devait tout de suite prendre la parole pour dire voici la situation. Même avant le ministre de l'Intérieur. Même avant, à partir du moment où la commission de l'infraction est avérée, le procureur devait se saisir de l'affaire et communiquer. Parce qu'on rend la justice au nom du peuple congolais. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc, lorsque le peuple ne voit ni la justice, ni l'intérieur, c'est-à-dire la sécurité, le peuple est abandonné. Et le peuple essaye de se faire justice. La délinquance a changé de forme. On peut aujourd'hui avoir des Camerounais, des Tchadiens, mais des Congolais qui commettent ces harcèlements. Il faut que nous soyons capables de les appréhender. Oui, Vivier Manangou, on va tirer certainement la dernière carte.
C'est là que on mettra fin à ce programme. Il y a une question aujourd'hui qui se fait couler beaucoup d'encre et de salive. Chacun va de son interprétation. Cession des terres aux Rwandais, vente des terres aux Rwandais, bail de terres aux Rwandais. Finalement, quelle est, vous, l'analyse que vous avez eue au sein de votre parti de cette affaire? Alors nous, au sein du parti, il y a une unanimité qui s'est dégagée sur le fait que nous sommes contre cette affaire, cet accord. La difficulté, c'est que l'accord, nous ne l'avons pas. Et donc, nous avons commencé à travailler sur un accord que personne ne connaît. Nous avons un préaccord que tout le monde a vu, un accord standard qui ne dit pas grand-chose au demeurant. Et nous nous sommes dit, dans ce genre de situation, nous, on s'arc-boute derrière la loi, derrière la Constitution. Et la Constitution, dans 2 dispositions, impose soit une ratification par le Parlement, c'est-à-dire suivi d'un débat, auquel cas nous allons mettre la pression sur les élus du peuple pour que nous voyons de quoi il s'agit exactement, soit alors, en cas de cession, référendum. Le gouvernement ne nous dit toujours pas ce qu'il en est. J'ai suivi le ministre de la Coopération dire qu'il n'y a pas de cession de terre. Mais non, nous on a fait ces accords-là avec la Malaisie, déjà dans le passé. Cet accord république, vous le trouvez sur Internet. Pourquoi cet accord avec le Rwanda, on ne le met pas sur la place publique pour que le Congolais sache? Je ne comprends pas le souci du gouvernement à vouloir à tout prix cacher cet accord. Qu'est-ce que cet accord cache? Vous connaissez l'adage, lorsque c'est flou, il y a un loup. Alors, tant qu'on n'aura pas cet accord, il y aura beaucoup de fantasmes. Il y aura beaucoup de fantasmes. Et donc, il faut qu'une fois pour toutes, qu'on nous montre exactement. Ceci est augmenté par le fait que la télé rwandaise, vous avez suivi la télé rwandaise comme tout le monde, où les Rwandais disaient clairement que c'est maintenant leur terre, Donc tout ça, ça renforce les inquiétudes des populations. Donc nous sommes, pour que d'abord, qu'on rende public cet accord, pour que nous puissions en débattre en connaissance de cause. Et deux, moi je suis pour qu'on organise un référendum. Quel que soit, par ailleurs, ce qu'il y a dans l'accord. Pourquoi? Quelle que soit, cession de terre ou pas cession, concession, pas cession, je souhaite que pour l'accord avec le Rwanda, qu'on organise enfin un référendum dans ce pays. Pourquoi un référendum? Parce que on a un problème de sensibilité particulière avec le Rwanda. Pourquoi? Eh bien parce que le Rwanda aujourd'hui est dans une relation diplomatique difficile avec la RDC. Rappelez-vous que la RDC, avec nous, c'est 10 frontières. Et donc, nous avons un destin commun avec la RDC du fait de la géographie. Donc le Congolais, qui soit de la cuvette, qui soit du Poul, de la Boenza, du Niari, d'où vous voulez, il se dit, ces gens-là sont en guerre avec nos voisins les plus immédiats, ils vont venir chez nous, comment ça va se passer dans l'avenir? Donc je pense que dans ce genre de situation, la souveraineté appartenant au peuple, je sollicite le gouvernement pour que le gouvernement organise un référendum. Mais une ratification au Parlement peut être quoi? Non, la complicité des députés? Non, parce que d'abord, le Parlement est une chambre d'enregistrement. Il l'a encore prouvé avec le vote de la levée de l'immunité de l'honorable Moani. Le Parlement est une chambre d'enregistrement qui se couche à la première confrontation avec le gouvernement. Donc nous, on veut pas du Parlement sur ça. Et je rappelle quand même, monsieur Arsène Séverin, dans ce genre de situation, lorsque vous avez tout le monde à identifier que l'opinion veut, parce que le peuple congolais veut dire son mot. Et le peuple congolais, ce n'est pas 157 députés. Le peuple congolais, c'est 6 millions de bonhommes, 6 millions d'individus. Je crois que dans ce genre de situation, la raison et même la légitimité imposerait que ce soit le peuple qui décide par référendum si nous voulons, oui ou non, un accord avec le Rwanda. Merci beaucoup, monsieur Vivien Manango. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du mouvement Debout pour le Congo. Nous étions très heureux de vous recevoir. Avec vous, nous avons tiré beaucoup de cartes, nous avons parlé de beaucoup de sujets. Nous vous remercions. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Poker de ce soir. Merci et à la prochaine occasion.